Bonjour, chers élèves, et bienvenue dans la séance numéro 2. On va continuer le travail qu'on a commencé dans la séance précédente. Donc, on s'est arrêté au niveau de la fonction et la liaison de quelques pièces. Voilà. Donc, dans la question, dans l'indicateur B, concernant la tâche 2, relative à la situation d'évaluation 1, on nous a demandé de compléter par le nom, le symbole normalisé, la liaison et le nombre de degrés de liberté, le tableau suivant. Et on nous a donné deux liaisons. Liaison entre 1 et 6 et la liaison entre 6 et 5. On nous a demandé le nom, le symbole normalisé et le degré de liberté de la liaison, donc en translation et en rotation. Donc on va commencer par la première. Pour ce faire, on va aller voir le dessin, notre dessin, la liaison entre 1 et 6. Donc 1, on la voit bien ici, c'est une poulie, et 6, c'est l'arbre. Donc le dessin est clair, c'est une liaison encastrement. Voilà. Liaison encastrement, liaison complète, schématisation, on a 0 translation et 0 rotation. On va essayer de voir la liaison entre 6 et 5. Donc la liaison entre 6 et 5, on va essayer de voir notre dessin. Donc 6, elle est là, et 5, elle est là. Donc on a le corps qui est 5, et l'arbre qui est 6. Et entre les deux, il y a le guidage en rotation. Donc, guidage en rotation par deux roulements, ces deux roulements-là. Donc, ça doit être liaison pivot. D'accord? Donc, on revient au tableau. Et voilà. Liaison entre 5, 6 et 5, liaison pivot. Symbolisation. On a 0 translation et une rotation. D'accord? Bon, on va passer à la suite. On va continuer notre travail. Donc, voilà la question suivante. Donc, petit c, on a un tracé. En négligeant le jeu interne déroulement, donc on a un jeu interne déroulement, en négligeant le jeu interne déroulement, donnez la chaîne de cotes minimale relative au jeu fonctionnel JA. Donc, on a J là, de la figure ci-dessous, l'expression littérale du jeu maximal noté JMA. J maxi. Donc, on nous demande de trouver la chaîne de cotes. Donc, la chaîne de cotes du jeu de la cote condition JA. Donc, dans le cours de première année, vous avez vu comment on fait pour trouver la chaîne de cotes. Une chaîne de cotes, c'est un ensemble de cotes concernant des pièces qui s'assemblent pour respecter une condition de bon fonctionnement ou de bon guidage. Donc, de bon guidage. Comment on fait? Vous avez vu au cours de première année comment faire une chaîne de cotes. On va essayer de faire un petit rappel. Donc, la méthode des diagrammes, c'est une méthode efficace qui donne des résultats vraiment extraordinaires et vous évite des erreurs. Ces erreurs peuvent être d'ordre différent et peuvent concerner beaucoup de choses. Donc la première des choses, pour faire la méthode, vous allez faire au brouillon, c'est déterminer d'abord les surfaces terminales. Les surfaces terminales, ce sont les surfaces qui délimitent la cote condition. Ensuite, vous essayez de trouver les surfaces de contact qui sont perpendiculaires, c'est ce qu'on appelle les surfaces d'appui, perpendiculaires à la cote condition. Ensuite, vous devez tracer la chaîne de cotes. On va passer au tableau pour réaliser ce diagramme. Donc, le jeu J, on va le dessiner là, le jeu J, qu'on appelle J ou JA, c'est la même chose. Et on va essayer de déterminer les surfaces terminales. Donc la surface terminale à gauche, c'est quoi? À gauche, on a une surface perpendiculaire et qui délimite
La cote condition, c'est la surface relative à la pièce 1. Donc on va l'appeler ST1. ST pour surface terminale et 1 pour la pièce 1. À droite, qu'est-ce qu'on a? On a quelle pièce? On a la pièce 3. Donc à droite, on va mettre ST3. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on vous a appris? On vous a appris qu'il faut inventorier, donc faire le bilan de toutes les surfaces de contact qui sont perpendiculaires à la cote condition. Donc on va essayer de voir les contacts qui sont perpendiculaires. On a un contact là, entre cette pièce et cette pièce-là. Cette pièce, c'est la pièce 6, et cette pièce, c'est la pièce 1. Donc je vais mettre surface de contact, on l'appelle surface d'appui, donc SA, entre 1 et 6. Voilà, une surface que je viens de trouver. Donc là, le contact, cet épaulement nous donne un contact entre la pièce 1, la pièce 1 et la pièce 6. On a un autre contact ici, entre la pièce 6 pardon, et la pièce qui est le roulement, la pièce 4. Donc je vais le mettre dans mon bilan, donc 4 et 6. Voilà la deuxième surface d'appui, entre 6 et 4. Voilà. On a un autre contact là, entre le roulement et cette pièce-là. C'est le contact, il est bien perpendiculaire à la cote condition, entre la pièce 4 et la pièce 3. Donc je vais le mettre ici, SA 4, 3. Voilà. Donc je vais l'entourer. Et qu'est-ce qu'on vous a appris? On vous a appris que pour réaliser la chaîne de cote minimale, il faut partir de l'origine de la cote condition. On est là. Donc on est sur quelle pièce? On est sur la pièce ST, sur la pièce 1, surface terminale de la pièce 1. On doit partir à une surface d'appui qui contient 1. Donc on a combien de choix? Ici, il n'y a pas 1. Ici, il n'y a pas 1. Donc on a un seul choix, c'est de partir là. Ça, c'est un maillon orienté qu'on va retrouver sur la chaîne de cote. Donc on va l'appeler JA concernant la pièce. On est parti de la pièce 1 et on s'est arrivé sur la pièce 1. On va l'appeler pièce 1. Là, on est arrivé sur la pièce 1, on va partir de l'autre pièce. On va partir de la pièce 6. Mais on doit rechercher la même chose. On doit rechercher une surface d'appui qui contient 6. Ici, il n'y a pas de 6, donc on a un seul choix, c'est celui-là. On a un deuxième maillon qui est orienté et qui est relatif à la pièce 6. Là, on est arrivé sur 6, mais on part sur 4. On doit retrouver une surface d'appui qui contient 4. La voici. Donc, je viens de là à là. Voilà mon troisième maillon que je vais appeler JA ou J relatif à la pièce 6. D'accord? Là, je suis arrivé sur 4, je pars sur 3. Je cherche une surface d'appui qui contient 3, j'en ai pas. Si la surface d'appui contient 3 et je pars de 3 et la surface terminale est 3, je peux fermer la chaîne. Donc, c'est ce que je vais faire. Voilà, je ferme la chaîne. Et voilà le dernier maillon, JA3. Voilà. Voilà. Le graphe. Si vous faites ce travail-là, vous ne raterez jamais de chaîne de cote. Si je reviens là, je suis parti de la surface terminale ST1. Là. Là. Je suis allé vers la surface d'appui 1,6. Donc 1,6, elle est où? Elle est là. Donc je reviens là. Je reviens ici. Ensuite, de 1,6, je pars vers 4,6, là. Voilà. Et je reviens vers 4,3. Et de 4,3, je ferme la chaîne. Voilà. C'est ce qu'on va voir dans le résultat de la correction. Voilà. On est parti vers la gauche, vers la surface d'appui. Ensuite, on est parti jusqu'à l'épaulement. On est revenu sur le roulement et on a fermé la chaîne. 3 vérifications à faire quand vous trouvez une chaîne de cote. Premièrement, la chaîne de cote doit être fermée. Est-ce que la chaîne de cote est fermée? On est parti de l'origine de la cote condition.
on est revenu à l'extrémité de la cote condition. Donc la chaîne est fermée. Elle doit être minimale. Qu'est-ce que ça veut dire minimale? Deuxième vérification. Elle doit comporter au plus un maillon par pièce. Donc là, ça, c'est un maillon relatif à la pièce 3. On ne trouve pas d'autres maillons relatifs à la pièce 3 dans cette chaîne de cote. Ici, un maillon relatif au roulement, on ne trouve pas de maillon relatif au roulement autre que celui-là. Donc il y a au plus un maillon par chaîne, ou il n'y a pas. Donc au plus, 1 ou 0. D'accord? Donc à partir de là, on vous demande de calculer ou donner l'expression littérale du jeu maximal JA maxi ou J maxi. Donc J maxi, on vous a appris que les maillons qui sont dans le même sens prennent le même sens de la cote condition avec un max. D'accord? Et les maillons qui sont dans le sens contraire, sont orientés dans le sens contraire, prennent un moins et un mini si la cote condition est maxi et un maxi si la cote condition est mini. Donc je peux écrire que les trois équations, la première J maxi, donc quand est-ce que la cote condition est maxi? Quand les maillons qui sont dans le même sens sont maxi, moins les autres mini. Donc J maxi est égal à 6 maxi, moins à 4 mini, moins à 3 mini, moins à 1 mini. J mini est égal à 6 mini, moins à 4 mini, moins à 3 mini, moins à 1 mini. Et l'IT, l'intervalle de tolérance sur la cote condition, est égal à la somme des intervalles de tolérance sur les maillons. Donc ce qu'on vous demande est en bas. J maxi ou bien JA maxi est égal à A6 maxi, dans le même sens, moins les autres pris en mini. Voilà un petit rappel qui peut vous aider dans votre examen. On passe à la suite. Donc on est toujours dans la situation d'évaluation 1. On va essayer de voir la tâche 3. Donc 1.3. Étude partielle de l'automatisme de commande des deux moteurs électriques M1, M2. Donc lorsqu'on vous demande de réaliser un indicateur, on vous donne les documents qu'il faut consulter. On vous demande de compléter le graphe 7, point de vue API, automate programmable industriel Zelio. Et c'est noté sur 3 points et demi. Donc voilà le diagramme qu'on vous demande de compléter. Et voilà document ressources. Donc document ressources, il est là. Donc document ressources, on vous a donné un graphe 7 général avec les adressages Zelio. D'accord? Donc pour commencer, ce graphe 7 en structure, il est identique à celui-là, mais celui-là est général, niveau moyen, niveau haut, niveau bas, vis 1, vis 2, mais là, dans celui-là, on vous donne les adressages relatifs pour Zelio. Donc comment faire pour remplir ça à partir de ces deux-là? Vous essayez de voir le terme qu'on a ici ou le terme qu'on a là. Vous le cherchez ici, et vous cherchez l'adresse qui convient et vous le remplacez dans le tableau. On va essayer de faire ça ensemble. On va commencer par la première. Donc la première, voilà. J'ai agrandi un peu le document pour voir mieux. Donc on a le graphe 7 général et on a les adressages. Premièrement, on va commencer par l'étape 1. Donc vous pouvez remarquer que l'étape 1 ici est mentionnée M1 parce que l'adressage sur Zelio ne donne pas les étapes sous forme de numéros, mais en les notant M1, M2, M2, M3 et ainsi de suite. Et on peut utiliser M0 aussi. Zelio accepte M0 aussi. Donc M1, si on cherche ici l'adressage de M1, voilà. Donc l'étape 1, elle est là. Elle correspond à l'adressage Zelio M1. Donc c'est ce qu'on va noter à sa place. C'est ce qui est déjà noté à sa place. D'accord? Donc pour l'étape 2, elle est là.
Là, son adressage, c'est M2. On doit, à la place de 2, mettre M2, et ainsi de suite. Donc, on peut remplacer 2, voilà, par l'adressage M2. Donc, je l'ai mis ici. On passe à l'étape 3. L'étape 3 est adressée sur M3, sur Zélio. M3, et ainsi de suite. L'étape 4 est adressée sur M4. On la met M4. N'oubliez pas de la mettre dans la position qui convient. Ensuite, pour l'étape 5, on a M5 et ainsi de suite. Il reste l'étape 6, M6. Voilà. On a mis les étapes. On passe aux actions et aux réceptivités. Les actions et les réceptivités. Donc, on passe à la réceptivité. La première réceptivité qui fait passage de 1 à 2, niveau moyen. Si vous cherchez dans l'adressage niveau moyen, il est là, NM, ça concerne l'adressage I2. C'est pour ça que, à la place de niveau moyen, on a écrit ici I2. Voilà. Donc si je descends là, I2, et je la mets à sa place. Elle est déjà donnée, on ne va pas la chercher. On va chercher s'il n'y a pas un autre niveau moyen dans le document. Il y a un autre ici, un autre là et un autre là. Donc ils vont tous prendre la valeur d'adressage I2. Donc je vais continuer. Là, on va mettre I2. Les autres sont donnés. On passe à l'action vis 1 qui concerne la bobine KM1. La bobine KM1, c'est elle qui actionne la vis 1. Elle est adressée à Q1. Donc là, elle est déjà mentionnée. On va chercher s'il n'y a pas une autre vis 1 quelque part. Il y a là, il y a là. Donc elles vont prendre la même valeur Q1, Q1. Voilà. Q1 et Q1. Pour la vis 2, elle est actionnée par la bobine KM2 qui prend la valeur d'adressage Q2. On va la mentionner ici, donc on va la remplacer par la valeur. Et il se trouve qu'elle est aussi là et là. On doit mettre Q2, l'adressage, à la place de la vis 2, là où il y a la vis 2. Donc vous voyez, la vis 2 était ici, c'est l'adressage Q2, Q2 et Q2. Il reste le niveau O. Le niveau O, ici, est noté NH I3. On va le remplacer par sa valeur. Le même travail. Donc I2, voilà. Le niveau O, il est là, mais il est aussi là. Donc les deux valeurs ici vont prendre l'adressage I3. Donc I3 ici. Le niveau bas. Le niveau bas, il est là et il est là. La valeur qu'il doit prendre, c'est I1. Voilà, I1. Voilà, ici et là. Voilà, on a rempli le tableau. Voilà. Voilà le graphe 7 qu'ils ont demandé, graphe 7 point de vue API. C'est relativement simple et ça ne donne pas de complications et il n'y a pas de difficulté là-dessus. Il faut savoir chercher les adressages et remplir le graphe 7. On passe à l'indicateur suivant, compléter le tableau des équations d'activation et de désactivation du tableau suivant. Donc le tableau qu'on a ici. Donc ici, c'est l'étape. Ici, l'activation, condition d'activation, et ici, condition de désactivation, bien que ça ne se voit pas clairement. Donc la première, c'est l'activation. Donc là, ça nécessite un petit rappel. Donc quand on vous a enseigné le graphe 7, on vous a donné le principe de fonctionnement du graphe 7. Le principe de fonction de graphe 7, donc étape, action, transition, réceptivité, ainsi de suite. Mais lorsque une étape est active, elle désactive les étapes précédentes. Et lorsque une étape est active
et la réceptivité relative à la transition suivante est vraie, on a le chemin qui est ouvert pour activer l'étape suivante. Donc, il y a deux conditions. Il y a deux conditions pour activer et une condition pour désactiver. Lorsqu'on a l'étape M4 est active, ça veut dire que M2 est désactivé. Lorsqu'on a M2 qui est active, ça veut dire que l'étape M6 est désactive. D'accord? Donc, l'activation d'une étape fait la désactivation de l'étape précédente ou les étapes précédentes. Et pour activer une étape, on doit avoir deux conditions. Il faut que l'étape précédente soit active et la réceptivité relative à la transition soit vraie. Donc, on va voir tout ça. Quelle est la condition pour activer l'étape 1? On va le voir ensemble. Pour activer l'étape 1, qu'est-ce qu'il faut comme condition? Il faut que l'étape 5, qui est précédente, parce que le cycle, c'est un cycle fermé, donc on passe de 5 à 1, et on passe de 6 à 2. Donc pour activer 1, il faut que l'étape 1 soit active et la réceptivité I1 soit vraie. C'est ce qu'on a vu là. L'étape 5 est active et le point est, la réceptivité I1 est vraie. Pour la désactiver, pour désactiver l'étape M1, il suffit d'activer 2. Lorsque 2 est active, automatiquement 1 se désactive. Donc les étapes précédentes. Donc vous voyez là, M2 désactive M1. D'accord? On va essayer de voir l'exemple 3. Dans l'étape 3, elle est là. Qu'est-ce qui active l'étape 3? Il faut que M2 soit active et la réceptivité I1 soit vraie. C'est ce qu'on voit là. M2 et I1. Et comment elle est désactivée? Lorsque l'étape suivante est active, elle se désactive. Donc ici, ce qui les désactive, c'est M5. La même chose pour les autres. Donc on va essayer de remplir ensemble ce qui manque là. Qu'est-ce qui active l'étape 2? Pour activer l'étape 2, on l'a ici. Pour activer l'étape 2, qu'est-ce qu'il faut? Il faut que l'étape 1 soit active, donc M1, et I2. D'accord? Et pour la désactiver, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut avoir? Il faut avoir M3 ou M4, parce qu'on a ici une divergence en OU. Donc I1 avec M3 ou bien M4 avec I3. Donc on peut mettre I3, M4 et M3, I1. Voilà. Donc là, pour activer l'étape 2, on a quoi? On a soit M1 avec I1, voilà, mais on ne doit pas oublier là, ce qu'on a là. Donc ici, on a quoi? On a M6 et I2. Donc ici, on a M1, I2, ou bien M6, I2. On peut mettre I2 en facteur, M1 ou M6. Donc M1 ou M6. D'accord? Pour la désactiver, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut avoir? Il faut avoir ça ou ça. Voilà. Lorsque celle-ci est active, celle-ci se désactive automatiquement. Puisqu'on a un ou là, lorsque celle-ci est active, M2 est désactive automatiquement. Donc on a soit M3, soit M4. C'est ce qu'on voit là. On va passer à l'étape 4. L'étape 4. L'étape 4, c'est ce qu'on a là. Comment activer l'étape 4? Il faut M2 et I3 pour l'activer. Donc M2 est dans l'algèbre de Boole est M4. Pour activer M4, il faut M2 et I3. Pour la désactiver, il faut M5. Voilà, on va voir la correction. Donc il faut M2 et I3 pour l'activer. Et pour la désactiver, il suffit d'avoir M5. Voilà, M5. Pour l'étape 6, qu'est-ce qui fait activer l'étape 6? Pour activer l'étape 6, voilà, qu'on a M5 et I3. On a M5 et I3. Voilà. Et pour la désactiver,
il faut que l'étape suivante soit active. Il faut M2. Voilà. Voilà pour ce qui concerne le tableau des équations d'activation et de désactivation des étapes. Donc ici, on a activation, ici, on a désactivation, et là, c'est le numéro de l'étape. On va passer à l'indicateur suivant. Compléter le programme en langage ladder de la bobine KM2. Donc KM2, c'est une bobine, donc elle appartient à la commande du moteur. Donc la commande du moteur, le moteur est commandé par un contacteur. Le contacteur contient une bobine. Donc la bobine, on va l'alimenter comment? Donc pour mettre le programme langage ladder de la bobine, il faut d'abord écrire les équations de la bobine. La bobine se trouve là. Voilà. Donc se trouve là, Q2 là. Donc elle est relative à deux étapes, M4 et M6. Voilà. Donc on s'arrête là pour cette séance. Je vous remercie pour votre attention et je vous donne un prochain rendez-vous pour continuer ce qu'on vient de voir.